Ouais, bonjour à tous, c'est Lord Isaac, bienvenue pour l'ouverture de ce duel deck Elspeth versus Kiora. Que dire, ce duel deck, j'ai vraiment envie de l'ouvrir, comme je vous l'ai dit, hein. Elspeth, c'est un de mes Paintwalkers favoris, je suis un joueur de Magic, j'adore le blanc. Elspeth, c'est de la bombe. On va directement ouvrir ce duel deck. Qui s'annonce pas mal, je dois dire. Donc encore une fois, hein, les deux petites boîtes pour le blanc, pour qui aura donc le vert bleu, le listing des decks avec chaque fois aussi une petite explication hein, sur comment jouer ce deck là. On peut le montrer. Oups, j'ai déchiré un petit peu. Ouais. Ok, voilà, c'est ça. Donc, de manière générale... Ah non, tiens, je pensais que... Généralement, sur les duel decks, vous avez un côté pour un deck et l'autre côté pour l'autre deck, avec chaque fois une petite explication de comment jouer. Bon, là, on l'a pas. C'est pas très grave. Hop, les règles, on s'en fout. Les petites boîtes. Sur le côté, les decks, on les ouvre. Alors, attention que la première carte est toujours volante. Allez, deux Paintwalkers quand même hein, sur ce duel deck, c'est à noter. Deux Paintwalkers, c'est pas rien. Et quel Paintwalker, mes amis. Qui aura The Crashing Wave et Elspeth Sun Champions. Elles sont magnifiques. On va de ce pas. Donc, oula, excusez-moi la caméra. Comme je vous l'ai dit, les cartes foil s'abîment très vite et donc il est important de les protéger très rapidement pour éviter la moindre griffure. Donc comme vous le savez, Magic c'est aussi un système économique fort hein, puisqu'aux États-Unis il y a des bourses où en fait vous pouvez vendre vos cartes et en fait c'est une monnaie alternative hein, Magic aux États-Unis, en Angleterre aussi. Et donc, une carte foil en mint, ça vaut des sous, surtout si c'est un Paintwalker. Voilà. Je vais faire le salaud. Je vais ouvrir Kiora d'abord, parce que je me garde le meilleur pour la fin. Je suis comme ça, voilà. J'ouvre Kiora en premier, pour garder le meilleur pour la fin. Alors, Kiora, Paintwalker. On approche un petit peu. Elle coûte 4, 2 génériques, une île et une forêt. Elle a un marqueur de loyauté de 2 de base, ce qui n'est pas spécialement énorme, mais bon, son pouvoir maximum c'est -5, donc ça va. +1, jusqu'à votre prochain tour, prévenez tous les dommages qui devraient être faits par la cible. Donc par la cible des permanents que votre opponent, donc que votre adversaire contrôle. Ok, donc prévient tous les dégâts. En +1, c'est sympa. -1, piochez une carte et vous pouvez jouer un land additionnel. Waouh, c'est fort. Donc +1, très bon. -1, excellent, on pioche et en plus on peut jouer un deuxième land, ce pouvoir est exceptionnel. Et le -5 c'est l'emblème. Au commencement de chaque étape de fin, mettez un token Kraken 9/9 sur le champ de bataille. Voilà, c'est dit. Planeswalker qui va être vraiment important de péter assez rapidement hein. Le -1 est simplement ultra fort, le +1 prévention des dommages et le -5 l'emblème. Pour rappel, l'emblème une fois qu'il arrive, même si le Paintwalker est détruit, l'emblème reste, c'est indestructible. Donc à partir du moment où vous avez fait ce pouvoir là, voilà, c'est la fin de la fin. Alors, je suis content. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Reprendre Magic,
Quand on quitte Magic, on sait toujours qu'on va y revenir à un moment ou à un autre. J'éloigne un petit peu pour le bruit. Hop. À un moment ou à un autre, on va y revenir parce qu'on aime. Mais revenir avec ça, c'est top. Avec Elspeth. Par contre, le nombre... Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah mais il y a peut-être un side. Je vais mettre ça sur le côté. Il y a peut-être un sideboard là, parce que c'est mis après. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Ah non, ok, c'est le paquet complet. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que ça a été mis après les landes? Je ne sais pas, mais bon. On ne sait jamais, parfois, il y a un sideboard ou quoi, j'en sais rien. Donc, on commence par les terrains, hein, les Evolving Wilds. Bon, on ne le présente plus. Enfin, cette carte, elle est vraiment... Ouais, c'est une base de tout. Ça fonctionne très fort avec le trinket des touches-terre. Donc, voilà. Temple of the False God. Add 2 génériques, donc ajoutez 2 génériques à votre pool de mana. Mais ça c'est un land, c'est un faux land en fait. Donc je vous lis, donc c'est ajouter 2 mana génériques à votre potentiel de mana. Vous ne pouvez activer cette habilité que si vous contrôlez 5 lands ou plus. Donc en gros ça c'est le land, le faux land, hein, c'est un petit peu dans le titre moi je trouve. C'est le land personnellement, voilà, moi je suis pas pour ce genre de land. Parce que ça pénalise quand même fort. Hein. Si vous l'avez d'entrée, ouais, vous allez le poser, ça compte comme un land, mais c'est pas un land. Bof. Forêt et île balancé, hein, moite-moite. Donc à mon avis, on aura un deck très balancé entre les deux couleurs. Alors on commence avec les rares. Scrooge of Fleets. L'image me fait... on s'éloigne un petit peu de Magic, mais c'est ma pire crainte. Vous savez, parfois dans les films, etc., un méga poisson qui arrive d'en bas et qui vous avale, c'est exactement ça. Ça me fait peur. C'est le genre de carte que je ne veux pas voir sur table. Une 6-6 pour 7, ça met déjà la barre un petit peu haut. Quand il entre en jeu, on retourne chaque créature avec une force X ou moins dans la main de son propriétaire, X étant le nombre d'îles qu'on contrôle. Ouais, un bon spoil, une bonne carte qui, quand on le place, fait bien mal. Oula, une bicolore, Simic Sky Swallower, donc avaleur, Swallower. Une 6-6 pour 7, vol, piétinement, excellent combo. Et alors, Shrewd, la créature ne peut pas être la cible de capacité ou de spell. Bon, celle-là, vous la placez, elle peut être détruite que via le combat, elle a le vol, elle a le piétinement, c'est une 6-6. Bonne chance, les amis, c'est une carte qui est horrible. Oh putain, on a des grosses cartes dans ce deck. Une 7-11 pour 9, Inkwell Leviathan. Waouh! Ok, artefact créature. Elle a le piétinement, elle a le Island Walk. Ça, c'est juste... Tout ce qui est walk, je trouve que cette capacité, elle est vraiment embêtante. Après, elle a le Island Walk, donc ça m'étonnerait qu'il y ait du bleu dans l'autre deck. Sinon, ce serait catastrophique. Mais donc, elle ne peut pas être bloquée tant que la personne qui défend a le terrain. Donc ici, une île. Et donc, on ne peut pas la bloquer. 7-11, Astblift, quoi. 7-11, imbloquable si tu as une île. Elle a le piétinement et en plus, elle a le Shrewd. Donc, même chose, il faut la détruire via le combat. Mais c'est une 7-11. Pouah. Whelming Wave. Pour 4, un rituel, renvoyer toutes les créatures dans les mains de leur propriétaire, excepté les kraken, léviathans, octopus et serpents.
Ok, donc ça c'est fait. Hop là. Encore une rare, Plasm Capture. Elle coûte 4, mais attention, 2 forêts, 2 îles, un éphémère contre le spell cible. Ok. Au début de la prochaine phase de pré-combat, donc juste avant la main phase, at X mana, in any combinaison, ok, donc on peut rajouter X mana de n'importe quoi. Ok, X étant le coût de mana que l'on a contré. Ok, très fort, très très fort. Donc je réexplique parce que je me doute que pour éventuellement les débutants qui regardent cette vidéo, ça peut paraître un peu bizarre. Donc cette carte doit être utilisée pour contrer un spell. Ça veut dire qu'on peut contrer tout et n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas marqué non-créature, donc on peut même contrer une créature. Vous retenez le coût de mana converti, donc là par exemple le coût de mana c'est 4, puisqu'on doit en payer 4, mais si vous aviez 5 génériques et ça faisait 9 au total, c'est ça le coût converti de mana, et ça vous donne X. X étant le nombre de mana que vous pourrez vous rajouter à la prochaine phase, donc à la phase de pré-combat de la phase principale, donc au début de votre tour en fait, quasiment, et vous pouvez rajouter X mana de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle... vous faites votre pool comme vous voulez, donc c'est très très fort. Omen Speaker, très bonne carte, je trouve, surtout en deck bleu. Elle coûte 2, c'est une 1-3, mais elle a regard 2. Regard, c'est une capacité que je trouve quand même assez sympathique, qui permet de trier la bibliothèque, donc regard X, vous permet de regarder les X cartes du top de votre bibliothèque, de les mettre dans l'ordre que vous voulez, soit au-dessus, soit en dessous, c'est très bon, ça permet véritablement d'avoir un œil sur votre bibliothèque et pouvoir avoir de très bonnes cartes. Coiling Oracle, une 1-1 pour 2, elle entre sur le champ de bataille, on révèle la carte au sommet de votre bibliothèque. Si c'est une carte land, elle peut être mise sur le champ de bataille, ou sinon, on la met dans notre main, très bonne carte, excellente. C'est une commune en plus. Ah, on l'a 2 fois. Une carte que je trouve extrêmement forte, elle est aussi dans un autre deck préconstruit que j'ai. J'adore cette carte. C'est une 2-2 pour 2 qui aura ce follower. Elle permet, si on l'engage, de désengager un autre permanent. Je trouve ça très fort. C'est une carte qui, honnêtement, on aimerait voir plus souvent. Pareil, c'est une unco, mais c'est une très bonne unco. Ensuite, on a le Grazing Gladeheart pour 3. C'est une 2-2. Elle a Landfall. Ok, donc le touche-terre. Quand un land entre en jeu sous le contrôle du joueur, il gagne 2 vies. Ouais. Netcast Spider, une 2-3 pour 3. Reach, très très bonne capacité qui empêche, qui permet de bloquer les cartes vol. 2-3 pour 3, c'est raisonnable. Et quand elle bloque une créature avec le vol, elle gagne plus 2, plus 0. Ok, donc en fait c'est une 4-3, c'est extrêmement fort. Cette carte a été rééditée, je pense, parce qu'elle était AM13, si je me rappelle bien. Enfin bon, très bonne carte. Mellowar, une de 2 pour 3, elle permet donc de reprendre une carte, donc un petit effet boomerang toujours sympathique. Une de 2 pour 3, ça reste raisonnable. Large Scale Colt, une 2-2 pour 3 aussi, mais attention, une île et une forêt. Quand on pioche une carte, on peut mettre un compteur +1/+1, ça veut dire que c'est permanent. Ça, cette carte, avec les draws, avec l'optique de piocher les cartes, ça c'est une menace très sérieuse à enrayer le plus vite possible. Ça, tant que c'est une 2-2, ça va. 3-3, c'est potable, mais si vous commencez à enrayer une synergie avec du tirage de cartes, ça peut très vite devenir une carte qui est ingérable. Donc ça, faites attention. Nessian Apps, une 4-5 pour 5, ayant la portée, et la monstruosité 4.
Alors monstruosité, qu'est-ce que c'est? Donc monstruosité X généralement, avec un coût particulier. Si on paye ce coût au lieu du coût classique, la carte devient monstrueuse et on prend X compteur plus 1 sur la carte. Donc c'est une 4-5 pour 5, mais ça peut devenir une 8-9 pour 7. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est brutal, c'est fort, c'est fort, c'est brutal. Une 3-3 pour 5 sur un carte Banisher. Quand il arrive en jeu, on peut renvoyer une créature engagée dans la main de son propriétaire. La petite nuance ici, c'est qu'elle doit être engagée. Sealock Monster, une 5-5 pour 5, excellente stat. Ok, donc elle ne peut pas attaquer si l'adversaire défenseur contrôle une île. Ouais, donc c'est un petit peu l'inverse du Island Walker, c'est un petit peu l'inverse. Bon, elle a une monstruosité 3 pour 7, ok. Et quand il devient monstrueux, le land cible devient une île en plus de ses autres types. Très très bonne habilité, ma foi. Nimbus Swimer. Oula, attention. Elle coûte une île et une forêt et X mana générique. C'est une 0-0 qui a le vol. Et elle rentre avec X compteur +1 sur elle. Oui, bon, ben, c'est un petit peu cher ce genre de carte, je trouve, puisqu'on paye déjà un coût quand même de 2, une de chaque, et puis le X en plus, ça se joue si on a rien d'autre à faire en fait, parce que ça c'est un bouffeur de mana qui est fou, et donc ça se joue évidemment quand on n'a rien d'autre à faire. Explore, pour 2, oui, bah ça, c'est le genre de carte qu'on veut voir plus souvent, hein. On peut placer un autre terrain ce tour-ci, et on pioche. Voilà, ça, il nous en faut, hein. Ils en mettent que 2, c'est normal, s'ils en mettent 4, c'est trop fort. Accumulated Knowledge, pour 2 aussi, on pioche une carte, et voilà. En plus, on pioche un nombre de cartes équivalentes au nombre de cartes portant le même nom dans le cimetière. Donc la première vous fait piocher une carte, la deuxième vous en fera piocher 2, la troisième vous en fera piocher 3, la quatrième 4. Ok, ils en mettent 4, c'est normal, il y a du bleu, il y a quand même un contrôle. Vous prenez bien sûr cette carte-là avec le serpent qui, à chaque fois qu'on pioche une carte, il prend un compteur +1, vous imaginez ce que ça donne? C'est de la folie. Ça, c'est des cartes de combo à garder précieusement. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir et qui est très difficile à anticiper pour votre adversaire si vous avez déjà ce genre de capacité. Pour rappel, elle coûte que 2. Donc le serpent, je ne sais plus où il est, le serpent, voilà, il est là, hops. Le serpent, il coûte 3. Donc si vous attendez que vous jouez ce combo au tour 6, de base, ça devient une 3-3. 3-3 pour 6, vous allez dire, ouais, 3-3 pour 6, c'est rien. Mais il faut peut-être éventuellement qu'au tour 4 ou qu'au tour 3, si vous avez eu cette carte, bah vous l'ayez déjà jouée. Et donc du coup, au tour 6, vous pouvez très bien avoir une carte 7-7 ou 8-8 pour 3 mana. Laisse tomber, s'il vous plaît, quoi. Peel from Reality, pour 2. Elle permet de reprendre une créature qu'on contrôle et une créature qu'on ne contrôle pas dans la main. Un boomerang double qui permet en fait de gagner du temps, sûrement pour mettre en place votre capacité. Attention, je vais tousser, je m'excuse. Pardon. Time to Feed, pour 3. Choisissez une créature qu'un de vos adversaires contrôle. Cette créature, si cette créature meurt ce tour-ci, vous gagnez 3 vies. La créature que vous contrôlez combatte cette créature-là. Ok. Explosive Vegetation, ok. 4 mana. On regarde dans sa librairie 2 cartes land qu'on peut mettre sur le champ de bataille. Ah ouais, qu'on peut mettre sur le champ de bataille, voilà.
Comment gagner des tours facilement? Vous mettez ça, vous gagnez 2 tours, puis vous mélangez votre librairie. Ok. Aetherise. Pour 4, retournez toutes les créatures attaquantes dans la main de ce propriétaire. Excellent bloc si jamais vous voyez que votre adversaire a un gros board avec des tokens. Ce qui mettra, à mon avis, ce qui sera le cas avec Elspeth, puisque Elspeth, généralement, elle fait pop des tokens. Voilà. Si y a une armée de tokens en face de vous, vous jouez ça, les tokens, ils retournent dans la main, mais comme ce sont des créatures qui ne sont pas invoquées correctement, puisque c'est des tokens, elles disparaissent et vous cleanez le board. Il n'y a rien à dire de plus. Urban Evolution, pour 5, piochez 3 cartes. Vous pouvez jouer un land additionnel, c'est de nouveau la même optique et les 2 Kraken qui sont là pour Kiora. Waouh! Ça, honnêtement, je m'attendais pas à avoir un deck aussi puissant. Ce deck, j'en discuterai après, mais ok, ce deck a une synergie dingue. C'est un deck qui me plaît. Je n'aime pas jouer bleu, je pense que vous l'avez compris. Mais ce deck-là, il claque. Franchement, il claque. On se donne rendez-vous dans la vidéo 2 où on va ouvrir le deck Elspeth. Et je vous donnerai aussi rendez-vous dans la vidéo 3 où je donnerai mon avis. À mon avis, ça va se jouer à pas grand-chose parce que ce deck-là, il me fait vraiment de l'œil. Voilà, c'était Lord Isaac. Un grand merci pour le visionnage. N'oubliez pas de mettre des commentaires, je répondrai si j'en ai l'occasion. S'il y a des fautes, n'hésitez pas à me le dire. Parfois, je lis vite. Parfois, il y a des trucs que je comprends pas spécialement aussi. Je vous rappelle que je reprends Magic. Il y a certaines habilités qui n'existaient pas quand je jouais, qui sont arrivées à partir du moment où je ne jouais plus. Donc, n'hésitez pas à me reprendre ou à me reprendre si jamais j'ai fait une faute. Un grand merci de m'avoir suivi et je vous dis à la partie 2. Ciao, bye bye.